Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à un peu plus d'un mois du bac et je me suis dit que vous voudriez sûrement savoir, comme chaque année, quels sont les sujets, quels sont les chapitres qu'il faut que je révise et finalement quel reste où c'était là pour faire joli mais ça m'intéresse pas vraiment. Alors, je dois d'abord être honnête avec vous. En réalité, en tant que simple enseignant de SES, je ne sais pas quels sont les sujets qui vont tomber. Je n'ai absolument aucune information et en réalité, je découvre les sujets en même temps que vous quand on ouvre l'enveloppe. Mais, ne partez pas, ne partez pas parce que je ne fais pas cette vidéo pour rien. Je voudrais quand même vous donner quelques conseils. Alors, en tant que professeur de SES, je vais jamais évidemment vous dire il y a des chapitres que vous pouvez ne pas réviser, il y a des chapitres qui sont pas très importants et qui sont là pour faire joli. Évidemment, je ne vais jamais vous dire ça. Moi, je conseille quand même, pour se donner toutes les options, de réviser tous les chapitres. Mais, si vous êtes quand même déjà dans l'optique de d'essayer d'économiser vos efforts, ou parce que de fait, vous voyez bien que vos efforts, ce que vous pouvez faire est assez limité, et que vous voulez quand même optimiser ça. Et que vous êtes en train de vous dire quels sont au moins les chapitres qu'il faut absolument pas que je loupe. Je fais cette vidéo pour vous, justement, vous dire quels sont les chapitres qui ont un peu plus de chances que les autres de tomber, quels sont les sujets qui peuvent tomber en lien avec ces chapitres, notamment en dissertation ou en raisonnement sur dossier documentaire, donc la troisième partie de l'épreuve composée, le C3. Évidemment, rien de ce que je vais dire dans cette vidéo ne garantit que ces sujets vont tomber. Et je le répète, moi je vous conseille de réviser tout. Normalement, si on regarde juste mathématiquement, vous pouvez ne pas réviser un chapitre parce que si jamais il tombe, de toute façon, puisque vous avez deux sujets au choix, s'il tombe en dissertation, vous prenez le sujet d'épreuve composée. S'il tombe dans l'épreuve composée, vous prenez le sujet de dissertation. Donc, techniquement, vous pouvez toujours vous passer d'un chapitre. Mais là, ça veut dire que si ce chapitre que vous n'avez pas révisé tombe, vous êtes obligé de prendre l'autre et par conséquent, si vous voulez quand même avoir le plus d'options possible, avoir le choix, parce que ça peut être sur des chapitres que vous connaissez, mais ça peut être des choses qui sont difficiles, finalement, il faut peut-être mieux connaître tous les chapitres et justement pouvoir choisir vraiment le sujet qui nous convient le mieux. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça, donc on va commencer. En l'occurrence, c'est pas la première fois que je fais cette vidéo, c'est juste la deuxième, mais quand même. Et si on regarde justement l'année dernière, les sujets, en tout cas les chapitres que j'avais dit qu'il y avait plus de chances de tomber et les sujets qui sont effectivement tombés, j'avais 100% de réussite. Alors, je vais expliquer quand même ce que j'entends exactement par ces 100% de réussite, mais en l'occurrence, il y avait 7 chapitres à réviser, les épreuves ayant lieu à la moitié fin du mois de mars. Alors que cette année, vous le savez bien, il y a tous les 12 chapitres du programme à réviser pour les épreuves qui ont lieu au mois de juin. Et moi, j'avais conseillé 4 chapitres. Donc, je restais prudent, hein, j'étais un peu plus de la majorité. Si je me trompe pas, je dois être à 57% à peu près. Mais quand même, si on avait révisé que ces 4 chapitres et que les 3 autres, du coup, on les avait laissés de côté, et bah, en fait, peu importe les sujets qui tombaient, on était sûr de pouvoir les faire. Il y a juste un chapitre que je n'avais pas prévu qui est tombé en dissertation, mais dans ce cas, tous les chapitres qu'il y avait dans l'épreuve composée, vous deviez les avoir révisés. Donc, finalement, vous pouviez faire n'importe quelle épreuve, que ce soit jour 1, jour 2. Donc, pour l'instant, même si ça se passe que sur un exemple, une année, plutôt bon bilan. Donc, je vous conseille clairement de continuer à suivre cette vidéo. Si on regarde plus précisément les chapitres qui étaient tombés au bac l'année dernière. Donc, on avait le jour 1 une dissertation sur l'engagement politique et ensuite dans l'épreuve composée, une question sur la structure sociale, un document et une question, deux questions en lien avec la croissance économique et un raisonnement sur dossier sur le commerce international. Jour 2, dissertation sur l'action publique pour l'environnement et épreuve composée mêlant le commerce international, la structure sociale et l'engagement politique. En l'occurrence, les 4 chapitres que j'avais prévus, c'était structure sociale, commerce international, engagement politique. Et donc, si vous regardez, jour 1, c'est les 4 chapitres qui sont tombés. Et jour 2, la dissertation
était sur l'environnement, ce que j'avais pas prévu. Mais en fait, si vous l'avez pas révisé ce chapitre, bah vous prenez l'épreuve composée et normalement, vous aviez que des chapitres que vous aviez révisés. Si vous regardez, c'est les chapitres qui sont tombés le jour 1 et le jour 2. Vous remarquez que justement, il y a quasiment les mêmes chapitres. Tous les chapitres qui sont tombés le jour 1 sont tombés le jour 2. Donc, c'est évidemment pas une règle. En l'occurrence, il n'y avait que 7 chapitres. Donc déjà, c'était limité. Mécaniquement, automatiquement, vu qu'il y avait forcément 8 chapitres, enfin 8 questions, on va dire, dans les 2 jours et 7 chapitres, il y avait forcément au moins un chapitre qui devait apparaître 2 fois. Et là, en l'occurrence, c'est clairement une forme de répétition plus forte, mais c'est clairement pas une règle. Là, cette année, vous avez 12 chapitres, donc on peut clairement, au niveau des sujets, s'amuser beaucoup plus sur faire des choses qui sont différentes, éviter que des chapitres tombent 2 fois. Mais, donc, déjà, dites pas, c'est arrivé, tiens, donc les chapitres qui sont tombés le jour 1 vont tomber aussi le jour 2. Mais généralement, le raisonnement, c'est le raisonnement inverse de se dire c'est tombé le jour 1, donc ça va pas tomber le jour 2, voire, si on regarde avec une perspective un peu plus grande, c'est tombé l'année dernière, donc ça va pas tomber cette année. Vous voyez bien que ça, c'est un très mauvais raisonnement. Le même chapitre, voire plusieurs chapitres, peuvent tomber le jour 1 et peuvent ensuite tomber le jour 2. Et donc, a fortiori, ils peuvent tomber une année et retomber l'année suivante. Il y avait quelque chose qui empêchait un petit peu ça auparavant, puisque normalement, puisqu'il n'y avait qu'une partie du programme à réviser, donc il n'y avait qu'une partie des chapitres qui tombaient, donc forcément, ça alternait d'une année à l'autre, et des chapitres qui tombaient une année n'allaient pas tomber l'année suivante, mais ça on le savait déjà en fait, donc ça nous aidait pas dans le choix des chapitres à réviser. Mais clairement, là maintenant que tous les chapitres qui sont tombés l'année dernière peuvent tomber cette année en plus de 5 autres chapitres, bon, là, vous pouvez pas vous fonder sur c'est tombé l'année dernière, ça va pas tomber cette année. Je voulais quand même déjà clarifier ça parce que clairement j'entends ces calculs de la part d'élèves. C'était le cas avant la réforme, c'est le cas encore et ça va être le cas l'année suivante. Se dire c'est tombé l'année dernière, ça ne va pas tomber cette année, c'est un très mauvais raisonnement. Ça pouvait marcher un peu quand il y avait que une seule journée avec des SES. Là maintenant qu'il y en a deux, ça change tout et clairement non, ça ne marche pas du tout ce raisonnement. Avant de vous présenter les chapitres qui semblent avoir le plus de chances de tomber, je voudrais quand même vous expliquer rapidement comment je m'y suis pris. C'est pas juste du pif ou du bon sens de prof. Là, quand même un travail un peu statistique pour essayer de voir simplement quels sont les chapitres qui sont tombés le plus souvent et donc qui, en fait, ont mécaniquement le plus de chances de tomber parce que ce sont des chapitres qui semblent être un peu plus populaires. C'est tombé souvent auparavant, ça de bonnes chances de continuer comme ça et de retomber. Alors, par rapport à d'autres sites qui vous présentent les statistiques, qui vous disent combien de fois un chapitre est tombé, par exemple le site de l'Académie de Versailles, pour celles et ceux qui le connaissent, euh, là j'ai quand même ajouté quelque chose parce qu'en fait, il y a des chapitres qui tombaient tous les ans, alors que comme je l'ai dit, il y a des chapitres qui changeaient une année sur l'autre. Donc typiquement, croissance, commerce international, engagement politique, structure sociale, ça c'était les 4 chapitres qui tombaient tous les ans, qui ne changeaient jamais. Donc forcément, ils ont plus de chances que les autres de tomber, donc ils sont surreprésentés. Donc j'ai pondéré sur le nombre de fois qu'un chapitre avait l'occasion de tomber pour que vraiment on égalise tout ça. Et ensuite, on voit justement quels sont les chapitres qui se passent au-dessus de la moyenne et quels sont ceux qui se placent en dessous de la moyenne, qui ont donc un peu moins de chances de tomber. Mais un peu moins de chance, ça ne veut pas dire zéro. Loin de là. Donc en l'occurrence, pour la dissertation, la moyenne, donc elle est là. Et les chapitres qui ont plus de chances de tomber, c'est celui sur la croissance économique, le commerce international, les mutations du travail et la justice sociale. Donc on voit les 2 chapitres d'économie qui tombaient tous les ans. On voit le chapitre sur la justice sociale et celui sur les mutations du travail. Alors ce qui est assez intéressant, c'est des chapitres qui ne sont tombés finalement où il n'y a qu'une seule année. Et surtout celui sur le ministère du Travail, en plus c'est un chapitre nouveau qui correspond pas vraiment à ce qu'il y avait dans l'ancien programme, à certaines parties, mais pas un chapitre qu'on peut identifier, comme c'est le cas pour la croissance économique, le commerce international. Donc, bon, je me méfie, ça j'aurai l'occasion d'y revenir, un peu d'un artefact statistique, d'une erreur, mais bon. Je voudrais ensuite vous présenter rapidement sur chacun de ces chapitres quels sont les sujets qui peuvent tomber. Je ne vais pas commenter, pas vous donner des éléments de correction. J'avais fait une première version de cette vidéo où je le faisais,
La vidéo durait 1 heure, donc là, je me contente de montrer les sujets. Si vous voulez avoir des éléments de correction sur ces sujets, notamment sur certains sujets en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à écrire quelque chose. Mais là, je vais me contenter donc de les présenter, en commençant par les sujets de dissertation sur la croissance économique. Donc, on a les facteurs travail et capital sont-ils suffisants pour expliquer la croissance? L'accroissement de la productivité globale des facteurs suffit-il à expliquer la croissance économique? Deux sujets très classiques qui se répondent, qui finalement posent à peu près la même question, qui invitent le même type de plan, pas de difficulté là-dessus. Quel est le rôle du progrès technique dans la croissance économique? Un peu plus compliqué, faire attention à l'élaboration du plan, à éviter leur sujet. Comment l'innovation peut-elle contribuer à reculer les limites écologiques d'une croissance soutenable? Clairement, un sujet que je n'aime pas parce que je trouve qu'il est plutôt fait pour une EC3, pour un raisonnement sur essais documentaire, mais si il est tombé en dissertation, il peut retomber, donc il faut s'y préparer. Le chapitre suivant. Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production? Comment peut-on expliquer le commerce international? Assez classique, même si c'est pas thèse-antithèse. Le commerce international s'explique-t-il uniquement par les échanges entre spécialisations différentes? Finalement, un peu la même question, mais formulée d'une façon qui est peut-être plus facile à comprendre et à utiliser pour faire un plan, puisque là, par contre, vous avez un sujet dialectique où vous faites un plan thèse-antithèse. Le commerce international est-il toujours avantageux pour les pays qui y prennent part? Classique. La seule difficulté, je dirais, c'est ne pas tromper dans le terme avantage et partir sur avantage absolu, avantage relatif, parce que ça, en l'occurrence, c'est hors sujet pour ce chapitre. Il ne faut pas confondre les avantages comme cause du commerce international, les avantages absolus et les avantages comparatifs, et les avantages comme conséquence du commerce international, et c'est cela qui nous intéresse dans ce sujet. Ensuite, quelle mutation du travail et de l'emploi? Comment l'évolution des modèles d'organisation du travail transforme-t-elle les conditions de travail? Le travail est-il encore facteur d'intégration sociale aujourd'hui en France? Deux sujets qui, normalement, ne devraient pas poser de difficultés particulières. Et enfin, le chapitre sur la justice sociale. Donc, les sujets de dissertation sont: comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale? En quoi l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale se heurte-t-elle à des limites? Et en quoi les différentes formes d'égalité permettent-elles de définir ce qui est considéré comme juste selon les principales conceptions de la justice sociale? Alors là, rapidement, je voudrais dire que je voudrais en rajouter un qui, ça en fait, ce sont les sujets qui sont tombés depuis 2021. Mais ce chapitre, il était déjà présent, un peu différent, mais déjà présent auparavant. Et du coup, le sujet de dissertation classique sur ce chapitre, qui à mes yeux peut encore tomber, c'est l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale est-elle efficace? Avec un plan, thèse-antithèse. Oui, ça permet de contribuer à la justice sociale, mais ça se heurte à des limites. Là, vous voyez, les deux premiers sujets, finalement, transforment ce sujet de dissertation en deux sujets de dissertation, en séparant d'un côté la contribution des pouvoirs publics à la justice sociale, et de l'autre côté, les limites de l'action des pouvoirs publics. Donc ça, à mes yeux, c'est une difficulté qu'il faut prendre en compte. Normalement, quand on sépare un sujet de dissertation en deux, on a plutôt deux sujets de raisonnement sur dossier documentaire, deux EC3 plutôt que deux dissertations. Le fait que le choix a été fait de faire ces sujets en sujet de dissertation, bon, il y a de la matière, mais c'est pas facile. Et enfin, le dernier sujet, en quoi les différentes formes d'égalité et les principales conceptions de la justice sociale, ça aussi, c'est faisable. Alors j'aurais du mal à voir, vu que c'est quand même assez théorique, à voir quels seraient les documents qu'on mettrait surtout dans un sujet de dissertation où les documents c'est normalement quand même des données statistiques. Mais si vous regardez, voilà, les principales conceptions de la justice sociale, il y en a quatre. Les formes d'égalité, il y en a trois. J'irai juste, quand même rapidement, ne faites pas le plan grand 1, les différentes formes d'égalité, et grand 2, les principales conceptions de la justice sociale, parce que on vous demande là de lier, de montrer le lien entre ces deux éléments. Si vous les séparez, finalement, vous ne permettez pas, ça ne vous permet pas de montrer très clairement le lien entre les deux éléments. Donc là, ce serait un peu le piège de ce sujet, je pense, que je voulais signaler rapidement. Donc là, je viens de vous montrer les
sujet avait un peu plus de chances de tomber en dissertation, on va maintenant faire la même chose pour le raisonnement sur dossier documentaire, donc la troisième partie de l'épreuve composée. Je ne le fais pas pour toutes les parties de l'épreuve composée, même si à la fin de cette vidéo vous verrez un bilan qui montrera quand même les chapitres, mais là je voulais quand même vous présenter les sujets qui avaient un peu plus de chances de tomber en EC3. En l'occurrence, si on regarde les chapitres, vous avez celui sur la croissance économique qui est juste au niveau de la moyenne, le commerce international, la structure sociale, à nouveau les mutations du travail et l'engagement politique. Donc on va voir quels sont les sujets de ces trois qui peuvent tomber sur ces chapitres. Alors d'abord, sur le chapitre sur la croissance économique, on a montré comment les institutions influent sur la croissance économique. Donc là, il faut faire attention à avoir assez d'éléments pour développer en faisant au moins deux parties et ne pas se contenter de reprendre les documents. Montrer qu'il existe des limites écologiques à la croissance économique soutenable, pas de difficultés particulières. Montrer que le progrès technique est endogène, ça va aussi. Montrer que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. À nouveau, il faut faire attention à avoir assez d'éléments, parce que ça, finalement, on pourrait y répondre avec juste un paragraphe. Donc là, il faut quand même développer pour avoir au moins deux parties. Et enfin, montrer comment l'innovation peut être une solution aux limites écologiques de la croissance économique. Donc, à nouveau, le sujet qui était tombé en dissertation, qui là tombe de façon plus classique en raisonnement sur dossier documentaire. Ensuite, sur le chapitre sur le commerce international, on a montré que les effets du commerce international sur les inégalités sont contrastés. Pas de difficulté particulière, vous avez même parfois ce sujet qui est formulé de façon à vraiment, on vous donne tout à mes yeux, on vous dit montrer que les effets du commerce international sur les inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays sont contrastés. Bon, bah là c'est facile de savoir ce qu'on attend de vous. Il faut juste, en plus avec les documents, vous voyez bien comment évolue chacune de ces inégalités, donc pas de difficulté. Pourquoi existe-t-il des échanges commerciaux entre pays comparables? Bon, montrer qu'il existe différentes explications à l'internationalisation des chaînes de valeur. Alors, pour moi, là, il peut y avoir une difficulté sur ce sujet parce que, en fait, dans le programme, on vous dit juste présenter l'internationalisation des chaînes de valeur et finalement, on se pose la question de comment est-ce qu'entre professeurs, on interprète se présenter. Et moi, ce que j'ai fait jusque-là, c'est de dire, bah oui, je présente qu'est-ce que l'internationalisation des chaînes de valeur, qu'est-ce qu'une chaîne de valeur mondiale, mais le programme n'invitant pas à expliquer cette internationalisation des chaînes de valeur, je l'ai pas fait. Donc, du coup, là, il peut y avoir une difficulté si vous avez quelqu'un qui, comme en tant que professeur de SES, qui, comme moi, n'a pas trop développé cet aspect-là. Donc, évidemment, vous avez les documents, mais en même temps, vous ne pourrez pas vous appuyer que sur les documents. Donc, juste le petit conseil que je donne rapidement, c'est peut-être partir sur la distinction entre compétitivité prix et compétitivité hors prix, dire que, en gros, l'internationalisation des chaînes de valeur a pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises, à la fois en termes de prix et sur les autres éléments. Montrer comment la productivité des firmes détermine la compétitivité d'un pays. Alors là, il peut y avoir aussi une difficulté parce que finalement, c'est aussi, mais alors là, pour le coup, dans le programme, c'est pas parce que c'est flou dans le programme, c'est parce que dans le programme, au contraire, c'est assez précis. Si, notamment, on définit la compétitivité d'un pays comme la capacité à exporter. Alors qu'en réalité, normalement, en économie, on a une vision un peu plus large de la compétitivité d'un pays. Et voilà, avec du coup cette vision assez étroite de la compétitivité, qui est parfois inscrite directement dans le sujet, hein, parfois c'est montrer comment la productivité des firmes détermine la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire ses capacités à exporter, ça restreint ce que vous pouvez dire. Alors on peut quand même aussi un peu mettre des éléments, mais techniquement, il n'y a qu'une chose à dire, c'est dire si les firmes sont plus productives, elles peuvent produire plus avec des coûts de production moins chers, donc ça améliore leur compétitivité prix à l'international. Donc les prix sont plus compétitifs et plus attractifs à l'international. Par conséquent, il va y avoir plus d'exportation pour ces entreprises et par conséquent du coup, pour le pays en général. Bah voilà. Donc là, faut voir comment est-ce qu'on peut développer pour tenir sur au moins deux parties. Et enfin, montrer que les dotations factorielles et technologiques peuvent expliquer les échanges internationaux. Ça va, pas de difficulté particulière. Là, pour le coup, c'est un exemple de sujet où vous avez une distinction entre deux choses dans le sujet, les dotations factorielles, les dotations technologiques, et vous pouvez utiliser ça pour faire votre plan. Évidemment, d'autres possibilités, mais ça passe.
Troisième chapitre qui nous intéresse, comment est structurée la société française actuelle. Donc, montrer que la structure socio-professionnelle a évolué depuis la fin du XXe siècle, donc en présentant les quatre évolutions de la structure socio-professionnelle depuis la fin du XXe siècle et en apportant des éléments d'explication. Là, ce serait peut-être un peu la difficulté. Pendant un moment, moi, je n'apportais pas d'éléments d'explication, je me contentais de présenter les quatre. Là, il faut, euh, il faut quand même apporter des éléments d'explication, manifestement, pour avoir assez contenu, et il faut aussi se débrouiller pour avoir un plan qui tienne en trois parties maximum. Techniquement, quatre parties, ça peut être accepté, mais généralement, c'est quand même pas très bien vu, donc il faudrait voir comment vous pourriez regrouper ça. Montrer que le revenu et la catégorie socio-professionnelle ne sont pas les seuls facteurs qui structurent l'espace social. Donc là aussi, c'est assez facile, hein, le programme liste les choses qu'il faut mentionner. La difficulté, c'est justement de dire il y a plein de choses, donc comment est-ce qu'on les regroupe pour tenir en trois parties maximum, si on veut respecter quand même un peu le modèle de la dissertation qui se retrouve pour le C3, et aussi la question de est-ce qu'on parle du revenu de la catégorie socio-professionnelle. À mes yeux, tel que c'est formulé, faut pas en parler, mais ça peut être accepté, donc c'est pas très grave si vous le faites. Montrer qu'une approche en termes de classe sociale reste pertinente, montrer qu'une approche en termes de classe sociale peut être mise en cause. Là, pour le coup, c'est d'ailleurs, ce chapitre n'apparaissait pas comme un chapitre qui avait un plus de sens de tomber en dissertation, mais le sujet de dissertation classique sur la structure sociale, c'est, en gros, est-ce que l'approche en termes de classe sociale est encore pertinente pour décrire la société française actuelle? Et donc là, vous avez les deux parties, les arguments qui disent oui, ça reste pertinent, les arguments qui disent non, ça peut être mis en cause. Ensuite, chapitre suivant sur les mutations du travail et de l'emploi. Montrer que le numérique transforme le travail et l'emploi. Normalement, si vous connaissez bien votre cours, il y a trois transformations à mettre en avant, il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. Montrer que les évolutions des formes d'emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et inactivité. Là aussi, normalement, si vous connaissez bien tout cours, il n'y a pas de difficulté particulière, même si on peut débattre de manifestement, plus qu'on parle des frontières entre chômage et inactivité, on va s'attendre à ce que vous parliez du halo de chômage, mais c'est pas vraiment lié à une évolution des formes d'emploi. Bon, ça, pour moi, c'est attendu, même si le sujet est mal formulé, c'est tout. Montrer que certaines évolutions de l'emploi peuvent remettre en cause le pouvoir intégrateur du travail. Pas de difficulté, on a une partie de la dissertation qu'on avait vue plus tôt. Et enfin, dernier chapitre, comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques. Donc, montrer que l'engagement politique ne se limite pas à la pratique du vote, vous montrer les différentes formes de participation politique, pas de difficulté là-dedans. Montrer que l'engagement politique dépend de variables sociodémographiques. Il y a techniquement 5 variables sociodémographiques, mais en fait, il y en a qui peuvent être facilement groupées ensemble pour faire un plan de 3 parties, donc pas de difficulté. Montrer que, malgré le paradoxe de l'action collective, les individus s'engagent. Donc là, techniquement, il y a 3 éléments à mentionner, et donc ça, ce serait vos 3 parties. Éventuellement, vous pouvez aussi parler du paradoxe de l'action collective. Tel que c'est formulé, on peut considérer que c'est pas tellement dans le sujet, que ce serait juste mieux en introduction. Et, mais ça peut passer. Pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a juste la question de comment est-ce que vous faites. Parce que si vous avez trois éléments et que vous rajoutez le paradoxe de l'action collective, mais que vous devez quand même faire toujours trois parties, comment est-ce que vous arrangez? Montrer que l'action collective a connu de multiples transformations. Alors pour moi, c'est sûrement le sujet de ces trois le plus compliqué sur ce chapitre. Pour en fait la simple et bonne raison que c'est un sujet de dissertation. C'est d'ailleurs le sujet de dissertation qui est tombé l'année dernière. Du coup, là on a le problème inverse qu'on avait sur les innovations qui repoussent les limites écologiques de la croissance économique. Sur le problème sur ce sujet sur la croissance, c'était de dire on a un sujet de C3 qu'on nous met en sujet de dissertation. Là on a le problème inverse, on a un sujet de dissertation qu'on nous met en sujet de C3. Sauf que vous n'avez pas le même temps pour le traiter, vous êtes forcément pénalisé, donc bon, c'est faisable, mais c'est quand même compliqué quoi. Et pour moi, je vois pas très bien comment simplifier, comment enlever les choses. Euh, donc en fait, pour moi, vous êtes vraiment obligé de faire une dissertation pour répondre à un sujet où techniquement c'est une C3. Donc bon, montrer que les objets de l'action collective se sont transformés, montrer que les acteurs de l'action collective sont divers. Là, pour le coup, c'est plus simple parce que justement, vous avez des parties de ce sujet. Hein. Globalement, il y a trois transformations à mettre en avant. La transformation des objets de l'action collective, la transformation des acteurs de l'action collective, les transformations des formes de l'action collective.
Là, on vous le sépare. Voilà. Vous pourriez aussi avoir un sujet de C3 sur montrer que les formes de l'action collective sont transformées. D'ailleurs, ça rejoint un peu le premier sujet ici. Mais voilà, ça c'est plus simple à faire. Et du coup, justement, il y a clairement à nouveau cette contradiction, ou un peu cette difficulté de dire, bah là, on a des sujets qui représentent finalement un tiers de ce sujet. Donc pourquoi est-ce que parfois on va demander 3 fois plus que ce qu'on demande habituellement? Ça pose problème. Si vous trouvez cette vidéo utile, et j'imagine que si vous êtes là en train de la regarder, c'est que oui, une vidéo qui vous donne au moins quelques indices sur les sujets qui ont le plus de chances de tomber au niveau du bac, c'est quelque chose qui vous intéressait. Donc, dans ce cas, merci de le montrer. Commencez par vous abonner, ça vous permettra comme ça d'être prévenu lors des prochaines vidéos que je sors et notamment les vidéos que je vais faire quand je vais corriger les sujets qui sont tombés et que je répondrai à vos questions pour savoir est-ce que ce que vous avez fait c'est bien ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt planté. Mais vous abonner c'est pas suffisant, il faut pas vous contenter de dire hey, monsieur je suis abonné c'est bon. Laissez des likes. Le nombre de personnes qui disent monsieur je suis abonné mais qui laissent pas de like. Et ensuite, éventuellement, vous pouvez laisser des commentaires, ne serait-ce que pour dire merci monsieur, c'est bien, mais ou éventuellement pour poser des questions, par exemple, dire est-ce que vous pourriez faire un corrigé sur tel ou tel sujet que vous avez présenté, j'aimerais en savoir un peu plus parce que je le trouve un peu plus compliqué. Mais bon, là, je reprends la vidéo, on conclut et on voit justement quels sont au total les chapitres qui ont le plus de chances de tomber. Alors, pour conclure, si on regarde les chapitres qui ont le plus de chances de tomber sur tous les sujets, que ce soit en dissertation, en raisonnement sur dossier documentaire ou dans les autres parties de l'épreuve composée, donc la question de mobilisation des connaissances ou les questions sur documents. Vous avez la croissance, le commerce international, l'Europe, la structure sociale, les mutations du travail, l'engagement politique et la justice sociale. Donc, si vous regardez, vous avez en fait finalement les chapitres qui tombaient le plus souvent en dissertation et en raisonnement sur des essais documentaires. Intégrer les autres parties de l'épreuve composée ne change pas fondamentalement le résultat, à part pour le chapitre sur l'Europe. Manifestement pas très populaire pour faire une dissertation ou pour faire un raisonnement sur des essais documentaires, une de ces trois, mais assez populaire sur les autres parties. J'imagine notamment en question de mobilisation des connaissances, donc c'est quand même à prendre en compte. C'est quand même 4 points sur les 20, c'est pas négligeable. Après, voilà, je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut réviser que ces chapitres et que voilà, vous avez quand même un peu plus de la moitié du programme, avec d'ailleurs une bonne répartition entre 3 chapitres d'économie, 3 chapitres de sociologie, sciences politiques et un regard croisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ça. Clairement, vous pouvez quand même avoir un sujet de dissertation sur l'environnement, par exemple, avec, dans l'épreuve composée, un raisonnement sur ces documentaires, une C3 sur le chômage. Et même si bah, vous avez le C1 sur sur la structure sociale et le C2 sur l'engagement politique, bah là vous avez quand même soit vous avez 20 points de dissertation sur l'environnement que vous n'avez pas révisé, et dans ce cas vous allez partir sur les points composés, mais vous avez quand même 10 points sur le chômage que vous n'avez pas révisé. C'est c'est pas parce que c'est un peu moins probable que le reste que ça veut pas dire que ça va pas tomber, hein. Moi clairement ça c'est une condition qui est tout à fait possible. Donc moi ce que je dis juste c'est là ces 7 chapitres, il faut clairement bien les maîtriser parce que ils ont plus de chances de tomber. Mais c'est tout. Alors, avec peut-être une exception, le chapitre sur les crises financières. Le chapitre sur les crises financières, c'est en fait également la première année qu'il est au programme. C'est pour ça que là, en fait, il était à zéro, parce que à chaque fois qu'il fallait alléger le programme et qu'il était au programme, il était enlevé. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est à zéro. C'est un chapitre considéré comme assez difficile et pas forcément très utile. Il était pas, il se retrouvait un peu dans le sans programme, mais quand même pas de façon, pas exactement comme ça et pas de toute façon aussi compliquée. Donc c'est peut-être voilà, le seul chapitre où clairement j'aurais tendance à dire s'il y a un chapitre que vous souhaitez ne pas réviser, qui a à peu près quand même très peu de chances de tomber, alors en tout cas pour la France métropolitaine, hein. Pour les autres centres, puisque là ils sont un peu plus, on se fait un peu plus plaisir quand on donne les sujets. Euh, je ne ferai pas ce pronostic, mais pour la France métropolitaine, j'aurais tendance à dire qu'il y a très très peu de chances que
les crises financières tombent, donc ça, j'entends dire, voilà, ça c'est un chapitre que vous pouvez peut-être sauter, et éventuellement vous pouvez en sauter un deuxième. Là, c'est la stratégie prudence maximale, mais en même temps, on essaie de ne pas réviser des chapitres en se disant, voilà, ce chapitre, il y a trop de chances de tomber, et si l'autre chapitre que vous choisissez de ne pas réviser tombe, bah de toute façon, vous pouvez partir sur l'autre sujet. Mais bon, voilà, ça ne veut pas dire que c'est 100% garanti, etc. Moi, je n'ai absolument aucune information, donc il peut y avoir quand même une question, même si c'est juste une question de mobilisation des connaissances sur les crises financières, et de l'autre côté, un sujet de dissertation sur l'autre chapitre que vous avez choisi de ne pas réaliser. Donc, voilà. Bon, alors, moi, je voulais aussi ensuite compléter ce graphique, parce que je me disais, depuis 2021, finalement, ça fait que 3 années. Même si on prend en compte tous les centres d'examen, France métropolitaine, lycée français à l'étranger et aussi les dom-tom, etc., ça fait quand même un échantillon statistique qui n'est pas forcément très large. Et puisque justement il y a pas mal de ces chapitres qui sont pardon, se retrouvaient dans l'ancien programme, on peut voir si intégrer les sujets qui étaient tombés auparavant change la donne. En l'occurrence, pas vraiment. Bon, on retrouve croissance, commerce international, structure sociale, mutation du travail. Bon, là, il y a peut-être une anomalie statistique parce que pour le coup, c'est un chapitre qui n'était pas présent. Donc, les résultats se fondent uniquement sur l'année où il est tombé, où il était très populaire. Je pense que, voilà, au fur et à mesure qu'il tombera plus d'années, ça devrait descendre et peut-être que ça se rapprochera moins de la moyenne, voire peut-être que ça descendra en dessous. Mais bon, là, techniquement, statistiquement, il apparaît au-dessus de la moyenne. L'engagement politique et la justice sociale. Donc vous avez le chapitre sur l'Europe qui, en fait, n'était tout simplement pas très populaire euh, entre 2013 et 2020. Donc c'est pour ça qu'il tombe en dessous de la moyenne. Mais il faut rester prudent quand même parce que on n'est pas entre 2013 et 2020. Donc la donne peut changer. Donc, quels sont les chapitres à ne surtout pas manquer, à bien réviser, à vraiment chercher à maîtriser parce qu'ils ont un plus de chances de tomber que les autres? Ça ne garantit pas qu'ils vont tomber, mais s'il y a un problème là-dessus, ça risque un peu plus de vous mettre en difficulté que s'il y a un problème sur un autre chapitre. Ce sont donc la croissance économique, le commerce national, la structure sociale, la mutation du travail et de l'emploi, l'engagement politique et la justice sociale. J'aurais quand même tendance à rajouter le chapitre sur l'Europe, les politiques économiques dans le cadre européen, parce qu'on l'a vu quand même, il semble être assez populaire pour notamment la première partie des preuves composées. Et donc moi, quand je ferai le bilan et que je regarderai est-ce que j'ai à nouveau 100% de réussite, je le prendrai en compte. Donc moi je vous conseille quand même de le réviser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et bonne chance pour le bac.